L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs à partir de 16h temps universel en réseau synchronisé sur Pacifique FM à Zérekoré 96.6. Mais également, cette émission est reprise à Kindia grâce à notre relais 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. C'est le direct. Merci de nous choisir. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes mardi 7 août 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, nous allons commenter une fois encore l'actualité avec un invité parcours. Son nom, Maître Jean-Alfred Matos. Il est président de l'Union pour le progrès de la Guinée, ancien agent judiciaire de l'État, membre de l'Union internationale du notariat, ancien président du club de football Lauréat Athletic Club de Conakry. Avec lui, nous allons passer au peigne fin, ce qui fait l'actualité, notamment les crises sociales nées au lendemain de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Avec lui également, nous parlerons de cette menace de l'opposition de battre le pavé le jeudi prochain, malgré l'interdiction de toute manifestation par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, vous l'entendrez dans cette émission. Mais également, nous parlerons de la corruption de façon un peu brève avec lui. Il a été agent judiciaire de l'État. Est-ce qu'il y a des difficultés pour réellement lutter contre la corruption dans notre pays? Avec lui, nous parlerons également de l'état de santé aujourd'hui, de l'UPG. Est-il difficile de succéder à Jean-Marie Doré? C'est la question principale. Vous l'entendrez dans cette émission. Vous le voyez déjà à l'écran. Notre invité déjà installé, Maître Jean-Alfred Matos. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que pour la première fois je passe à Sabari, qui est une radio qui fait son chemin et qui est très écoutée. Vous venez de l'annoncer, même à Zérekoré, très loin de nous, cette radio est écoutée. Donc je suis très heureux d'être parmi vous. Et ce qui nous a réconforté, un appel tout de suite, vous avez dit oui, je viens. Écoutez, la promptitude par rapport à un homme politique est de rigueur, surtout par le temps qui court, où l'information se fait très rare, surtout c'est la désinformation. Vous savez, entre le mal informé et le non informé, quelle est la différence? Le mal informé est dangereux, le non informé fait pitié. Donc je vous souhaiterais que de nombreux auditeurs soient plus informés grâce à l'auditoire que vous m'offrez aujourd'hui pour leur parler directement. Vous avez compris, c'est vite parti avec lui, nous allons commenter l'actualité. Les chroniqueurs, ils sont deux autour de moi encore cet après-midi. Koulouba Kouivogui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à notre invité. Bonsoir également à Bakar Kone. Bonsoir Malik, bonsoir Maître Alfred. Cette émission est conduite à la technique par Ibrahim Adas Silla, réalisation Fodé Kamara et Lamina Sissé. Merci de nous choisir, bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et merci de nos préférés. Nous ouvrons cette émission par l'actualité tout près du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que nous sommes à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance de ce pays. Non, c'est aujourd'hui même, voilà. Et hier, le président Alassane Dramane Ouattara a pris une grande décision en accordant l'amnistie à certains prisonniers politiques, notamment Simone Gbagbo. Qu'est-ce que tout cela vous inspire dans le cadre d'une réconciliation en Côte d'Ivoire? Écoutez, c'est un geste hautement symbolique, hein. Ça rentre dans le cadre d'un apaisement. Vous savez que le président Alassane Ouattara, moi qui connais un peu la Côte d'Ivoire, a pris le pouvoir, enfin a été élu dans la douleur. Après 10 ans de guerre, hein, la Côte d'Ivoire était divisée en deux et le président Gbagbo étant où il est aujourd'hui à La Haye, la justice ivoirienne s'est rendue compétente pour son épouse et les 800 autres qui ont été graciés par le président de la République. C'est un geste qu'il faut saluer. Vous savez, sans paix, sans consensus, rien ne peut se passer. Qui connaît la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est un pays qui
a été le chantre de la paix par le Félix Houphouët-Boigny, et à partir de ce moment-là, ce sont ses successeurs, ses héritiers en fait, qui se sont mis à être hostiles l'un vis-à-vis des autres, mais ce geste est à la date même les 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'en parle avec précision parce que c'est là-bas que j'ai fait mes humilités, j'ai grandi là-bas, j'ai fait l'université à Abidjan. Donc aujourd'hui c'est un geste d'apaisement, mais cela doit s'accompagner aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Gbagbo est encore à La Haye. Il y a plusieurs Ivoiriens qui ont fait l'exil à cause de cette guerre-là, mais aujourd'hui ce qu'il faut remarquer, c'est depuis la prise de pouvoir de Alassane Ouattara, il y a eu vous savez, la Côte d'Ivoire a eu un PNB à 2 chiffres, pratiquement. Ils étaient à 8, maintenant ils sont à 9, ils sont dans les pays qui commencent à être des pays émergents au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire est le vivier de l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas se le cacher avec le Nigeria. Donc ce geste est un geste qu'il faut saluer et que tout chef d'État qui arrive aux affaires, elle n'est plus chef d'un parti, mais le chef, il est président de la République, il représente une institution, donc il est le père de la nation. Donc je conclurai qu'il faut saluer ce geste qui apaise beaucoup de cœurs en Côte d'Ivoire. Alors, la grâce accordée à Simone Gbagbo et d'autres prisonniers, peut-on parler de politique au niveau de la Côte d'Ivoire, d'autre part de réparation des erreurs commises, parce que la justice en Côte d'Ivoire, en tout cas dans le dossier qui a connu l'arrestation de Simone Gbagbo et autres, donc on qualifiait ce dossier de justice pour les vainqueurs. Oui, justice des vainqueurs. Est-ce que c'est une réparation? Oui, mieux vaut tard que jamais. Ce que je disais, à partir du moment que le président de la République a le droit de grâce, à partir du moment qu'il a le droit de grâce, que la justice condamne à Simone Gbagbo à 12 ans, je crois que c'était 12 ans de prison, elle en a fait combien, mais à partir du moment qu'il ait fait ce geste-là. C'est une réparation, je passe moi le mot. Quand on parle de réparation, c'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Oui. On peut s'inscrire dans la logique de celles des personnes qui ont qualifié ce dossier de justice pour les vainqueurs, c'est-à-dire on a fait du tort à Simone Gbagbo. Non, victime pour les vainqueurs, c'est en fait, c'est une image, c'est une métaphore qui disait que comme Simone Gbagbo qui était aux affaires à l'époque n'est plus aux affaires, maintenant qu'elle est condamnée, à l'époque où Ouattara est aux affaires, on parle de ça, c'est une métaphore, vous les journalistes qui... Non, pas du tout, c'est pas parce que ce n'est pas de l'inverse, c'est pas parce que Simone Gbagbo était aux affaires et puis maintenant elle est prisonnière, ce n'est pas dans ce sens. Les gens estiment plutôt qu'il y a eu 2 camps qui sont affrontés, mais carrément il n'y a eu que des arrestations dans un autre camp, camp des perdants. Mais qui est victorieux? C'est celui qui est au pouvoir ou celui qui est perdant? Celui qui est au pouvoir. Voilà, donc on parle de justice de celui qui est au pouvoir. Voilà ce que je veux dire. En fait, moi je crois que c'est une métaphore. La justice, il faut aller dans ce sens-là. Ça, c'est valable pour tous les pays. Nous avons une séparation des pouvoirs qu'il faut respecter. Vous avez l'exécutif, vous avez le judiciaire et vous avez le législatif. Ça, c'est sans oublier les réalités africaines. En tout cas, des pays que nous connaissons. Vous savez, une démocratie, une justice, ça se conquiert. C'est pas tous les jours. Moi, je suis juriste. Je suis notaire depuis 30 ans en Guinée. Mais le notariat est né depuis 85, mais jusqu'à présent, les Guinéens ne sont pas encore habitués à la chose du notariat, je vous dis. C'est un truc qui tous les jours. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, mieux vaut tard que jamais. S'il n'avait pas fait ce geste-là aujourd'hui où on parle un peu le RDR et le PDC-RDA, aujourd'hui ne font plus ménage ensemble, où vous avez le FPI, qui aujourd'hui attend son heure parce qu'en train de pleurer ses prisonniers et beaucoup d'exilés et Gbagbo en plus. Donc pourquoi ne pas saluer un geste mieux vaut tard que jamais? Voilà, moi il faut saluer ça. C'est dans un geste d'apaisement. Il n'était pas obligé de le faire. S'il l'a fait, c'est dans le sens de tendre la main à que la Côte d'Ivoire est un pays unique. Et qui connaît la Côte d'Ivoire, vous savez que la guerre a duré 10 ans. La Côte d'Ivoire a été coupée en deux. En deux, il y avait le nord, il y avait le sud. Alors, au-delà peut-être de cette détente politique, est-ce que vous pensez que c'est vrai que le président s'est prononcé par rapport à cette histoire de 3e mandat, il a voulu au moins préparer la mentalité la relève. Est-ce que vous pensez que de ce côté également, il est en train de réussir un pari? En disant qu'il ne va pas faire ce 3e mandat. Il ne va pas ce 3e mandat, mais est-ce que la relève, parce qu'on voit que... Il y a un débat, il y a un débat par rapport à cette succession. Qui va succéder à Alassane Dramane Ouattara? Vous savez, tout c'est parti par le référendum de la modification de la Constitution, où il y a eu un vice-président, vous avez un premier ministre, vous avez le président de l'Assemblée. À partir de ce moment-là, je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux.
c'était dans le cadre de l'unification entre le PDCI et le RDA qui doit se passer. Oui. Mais aujourd'hui que le problème se passe, vous savez, dans la querelle, dans la cour du roi, il y a des querelles de personnes. La succession a été ouverte sans qu'il le sache. C'est pour apaiser ces successions-là, ces appétits. J'espère qu'il a essayé de dire, écoutez, ça peut être pas moi ou un autre. Parce que s'il ouvre aujourd'hui la succession alors qu'il reste encore 2 ans, qu'est-ce qui veut dire que, parce que lui, son objectif aujourd'hui, c'est de donner à la Côte d'Ivoire un pays viable, où les Ivoiriens se sentiraient heureux et libres en respectant la loi. Voilà un peu l'image d'un homme qui est venu et qui dit qu'il ne fera pas le 3e mandat. Et je pense qu'il sera derrière cela. Même s'il va vouloir le faire, les institutions vont le empêcher et les hommes vont l'empêcher. Justement, cette position est clarifiée par Ado a été tellement si importante parce qu'il y a le sujet a fait débat au cours des 2 derniers mois, même en Côte d'Ivoire, la question quand il s'agissait de la dernière convention de PDC-RDA, quand il s'agissait de clarifier est-ce que pour l'union des 2 partis, on lui a posé la question est-ce qu'il sera candidat ou non, il a dit le moment venu. Bref, il a maintenu le doute. La question également est posée en Guinée, même si pour l'instant nous n'avons pas écouté Alpha Condé, mais du côté de Niger, le Mamadou Issoufou s'est prononcé, Alassane depuis ce matin s'est prononcé. Est-ce que vous estimez qu'il est aussi important pour Alpha Condé se prononcer clairement, même si la Constitution s'est prononcée, on a envie de l'écouter, vous estimez? Mais je pense qu'avec la crise que nous traversons, il est important, vous savez, en point de mire, quand on parle de crise aujourd'hui, elle a son origine ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens se posent la question, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Ça, il faut pas que l'arbre cache la forêt. Et l'institution la plus où les visées sont, c'est l'institution qui est la présidence de la République. Et qui l'occupe, c'est le professeur Alpha Condé. Qu'ils le disent maintenant, qu'ils le disent plus tard, mais il est important que les Guinéens sachent qu'est-ce qu'il fera de son 2e mandat. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Que ce soit vous et moi, que ce soit dans son camp ou ailleurs, beaucoup de personnes se posent cette question-là. Donc cette question-là doit être élucidée. Donc c'est pour cette raison que je dis, moi, dans ma position, il n'est pas l'heure d'en parler. Pour le moment, je prêche pour ma chapelle. Nous avons fait les communales, nous allons aller aux législatives. Quand le 2020 viendra, on avisera. On en parlera. D'accord. Nous allons maintenant ouvrir le chapelet Guinée, c'est-à-dire les sujets inscrits officiellement au compte de cette émission de cet après-midi. Si effectivement nous parlons de cette crise sociale née au lendemain de l'augmentation du prix du carburant à la pompe à 10 000 francs, quelle a été votre première réaction? Ma première réaction, c'est que le gouvernement a manqué de casting. Vous savez, quand un point aussi sensible que le prix du carburant à la pompe, qui a un impact tout de suite sur le panier de la ménagère, c'est un sujet très délicat. Il serait judicieux, à l'époque, que les partenaires sociaux et le gouvernement, même l'Assemblée, qui est l'Assemblée où il y a la représentative la plus éloquente du peuple guinéen, le jour que le Premier ministre est passé à l'Assemblée, ce problème était déjà récurrent. Pourquoi, même pas au niveau en séance plénière, mais il y a un bureau de l'Assemblée, pourquoi ne pas en parler pour dégonfler un peu, passez-moi l'expression, le ballon. Mais c'est un problème de fond. Le problème de fond, c'est le pouvoir d'achat des Guinéens. Il ne date pas de maintenant. Est-ce que chaque Guinéen boucle son mois? Posons-nous la question. Est-ce que vous voulez dire que c'était prévisible? Oui, c'était prévisible. Par rapport à la structure du prix à l'international, c'était prévisible que la structure du prix augmente ou l'État fasse basse mise sur les taxes qu'il prenait dans la structure. Parce que dans la structure du prix, l'État prend aussi des taxes. C'était ça qu'il fallait faire, ou prendre là-bas, ou augmenter. De toute façon, le prix ne peut pas rester à 8 000 francs. Mais il faut des mesures d'accompagnement. Il faut mutualiser les compétences. Il faut mutualiser les forces vives qui sont en place. Vous avez le problème du Guinéen, c'est le pouvoir d'achat. Quand vous avez votre enfant qui est malade, vous êtes obligé d'aller à la pharmacie d'acheter cash. Ailleurs, vous avez une carte mutuelle. Vous présentez votre carte mutuelle, on vous prélève à la fin du mois. C'est le même effet, mais c'est différé. C'est différé. C'est pas pareil. Si vous n'avez pas l'argent cash pour soigner votre malade et la maladie n'attend pas, qu'est-ce que vous faites? Parlons des logements. Aujourd'hui, l'offre et la demande, il y a moins d'offres que de demandeurs de logement. Donc, les propriétaires de logements, on ne va pas leur reprocher d'augmenter à la tête du client. Est-ce que les logements sociaux, cette programmation de logements sociaux a été accomplie? Il y a ce manque-là. Ailleurs, quand vous regardez dans nos pays limitrophes, au-delà de construire une maison, il y a des parcelles assainies. Dès que vous donnez à quelqu'un une parcelle assainie avec un titre foncier, il a déjà le sentiment d'avoir vécu, d'avoir travaillé
à la fin de sa vie de travail, d'avoir un toit. Mais ça, c'est un sentiment qui apaise. Parce que le climat social n'est pas un climat seulement. Donc, je veux dire, donc, pour répondre à votre question, le prix à la pompe impacte sur le panier de la ménagère. Donc, nécessairement, c'est des mesures impopulaires. Donc, les raisons sont profondes, ils sont ailleurs. C'est bien avant. Et oui, le malaise guinéen, je vous dis toujours, moi, je dis tantôt que le Guinéen a deux choses. Il veut vivre heureux et libre en respectant la loi. Heureux, c'est pas être riche. Heureux, c'est d'avoir les soins de santé primaire. Heureux, c'est d'avoir son enfant qui aille à l'école et qui puisse avoir les mêmes chances que celui que tous les enfants aient les mêmes chances à l'école et qui grandissent. Heureux, c'est de pouvoir aller aux élections et de ne pas être frustré d'avoir eu des élections truquées. Mais c'est tout un chapelet de mesures qui sont accompagnées, qui nous ont amenés à la goutte d'eau qui a déversé le vase. Vous avez parlé de mesures d'accompagnement. Ce même gouvernement vous dira, par exemple, il y a 2-3 jours, nous avons déployé sur la route de Conakry des bus, là, franchement. Mais il faut saluer ça. Mais pourquoi? Avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, que vous avez des bus. Pourquoi vous s'en plaignez? Même mon problème, moi, ces bus, je les vois tout pimpant. Mais est-ce qu'il y a un service après-vente de ces bus-là? C'est pas nouveau quand on a vu des bus ici. Mais est-ce qu'il y a un service après-vente qui peut assurer la maintenance de ces bus-là? Est-ce que ces conducteurs qui conduisent les bus-là sont à mesure d'entretenir, ou il y a des mécaniciens pour entretenir ces bus? Parce que je ne souhaiterais pas que ces bus-là, en 6 mois, soient garés. Des bus qui sont gérés par des Turcs. Certes, il fallait peut-être indiquer les mesures d'accompagnement, tout, et puis vous avez parlé de casting, peut-être le moment n'y est pas. Mais si on fait un petit recul également, on sait qu'à un moment donné, le gouvernement était contraint à céder sur beaucoup de choses, c'est notamment lors de cette grève dans le secteur de l'éducation, où le gouvernement a été vraiment tordu au cou, jusqu'à lâcher prise en augmentant à 40%, en acceptant cette revendication des syndicalistes. Mais de l'autre côté, il y avait un besoin de faire des recettes. Est-ce que la mesure prise par le gouvernement ne devrait pas être comprise si peut-être on peut dénoncer quand même qu'il y a un manque de concertation préalable, mais au fond, quand même, c'est une mesure quand même qui rentre en ligne de compte dans le cadre de la mobilisation des fonds. Non, pour être honnête, les 10 000 francs, c'est la réalité des prix. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ouais. C'est la réalité des prix. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que est-ce que cette réalité des prix n'impacte pas sur le pouvoir d'achat du Guinéen? Si, ça impacte. Ça impacte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que cette taxe qui est prise dans la structure des prix, pourquoi je prends l'exemple des miniers? Est-ce qu'on sait quelles sont les taxes qu'on prend sur les... Aujourd'hui, notre ressource, le budget essentiel, c'est les mines. Est-ce que nous savons exactement quelle est la structure des prix au niveau des taxes des mines qui retombent dans le budget de l'État? Vous savez, même les FMI, la Banque mondiale, en macroéconomie, si vous avez une mesure impopulaire qui fera faire en sorte que les personnes aillent au travail tous les jours du matin, on peut faire reculer pour que les gens travaillent et attendent un temps opportun ou bien des mesures idoines pour pouvoir... Donc vous pensez aujourd'hui la solution pour le gouvernement, c'est de reculer? Non, c'est pas de reculer, mais de trouver tout de suite des mesures pour accompagner le manque à gagner qui est au niveau du panier de la ménagère. Vous pensez à quoi? Vous proposez quoi, par exemple? Qu'est-ce que je propose? Aujourd'hui, les fonctionnaires, est-ce que l'indemnité de transport des fonctionnaires, on pourrait l'augmenter par exemple? Parce que dans la structure des salaires, vous avez toujours l'indemnité de transport. Tous les Guinéens ne sont pas fonctionnaires, ils sont peu d'ailleurs. Non, je parle des salariés. Alors, disons des salariés. Moi, je parle des salariés. Vous savez, dans la vie, quand je me plais à dire à la Guinée d'en haut et à la Guinée d'en bas, mais c'est ceux qui travaillent qui apportent la productivité. Ceux qui ne travaillent pas, j'avoue, je les plains, mais il faut trouver du travail. Ceux qui travaillent déjà, il faut s'occuper de ceux qui travaillent. Mais qu'est-ce qu'on fera de ce menuisier-là, de cet artisan? Mais il travaille. Oui, quand vous avez parlé de l'augmentation des revenus des fonctionnaires, volet transport, les indemnités de transport. Mais dans ces fournitures qu'il achète, est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir comment subventionner ces fournitures-là? Vous savez, il faut mutualiser. Vous parlez du menuisier. Le menuisier, il se fournit en bois. Ce bois, il sort d'où? Il sort de nos forêts. Est-ce qu'on s'est posé la question là? Est-ce qu'il y a une structure qui régule les prix en Guinée? Ailleurs, il y a ce qu'on appelle la direction de la péréquation qui veille à ce que vous ne gagnez pas plus que votre prix de revient ne le permette. Donc aujourd'hui, on ne peut pas régler tout en même temps. Mais je dis pour le moment, la Guinée qui supporte le reste, c'est ceux qui travaillent.
Ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Le secteur privé, c'est aujourd'hui qu'on voit qu'un fonctionnaire est plus riche que quelqu'un qui est dans le privé. C'est pas normal. Est-ce que ça veut dire que par rapport aux mesures d'accompagnement, l'État devrait le faire parallèlement ou bien devrait le faire avant l'annonce de cette augmentation? Je voulais le faire avant. Parce qu'il fallait consulter, il fallait approcher. Parce que je voulais parler du don informé et le mal informé. L'information, on me parlait même de 12 500 à un moment donné. Ouais. Ça allait à 10 000, mais il fallait avertir les partenaires sociaux pour dire que l'augmentation va se faire. Et c'est sûr que les partenaires sociaux, sur la table de négociation, pas de négociation, d'échange, ils avaient demandé qu'est-ce que nous on gagne dans cette augmentation-là. En tout cas, certains acteurs politiques, notamment de la mouvance présidentielle, pour être précis du RPG Arc-en-Ciel, à l'Assemblée, pensent que, je veux bien citer Damaro, qui estime plutôt que la constatation n'était pas de mise. En tout cas, il trouve que le gouvernement n'avait pas à demander qui que ce soit, informer qui que ce soit, pour informer, pour augmenter le prix du carburant. C'est ce que j'appelle l'erreur de Castex. Il fallait consulter, il fallait échanger largement cette information avant de prendre cette décision. Alors maintenant que la mesure elle a été prise, le prix est arrivé à 10 000 francs. Et le gouvernement, vous l'avez dit, mieux tard que jamais, il a commencé à accompagner avec des mesures d'accompagnement. Est-ce que ça veut dire que les acteurs sociaux devraient comprendre cette logique du gouvernement pour aller progressivement vers les mesures d'accompagnement? Mais bien sûr, ce que je suis en train de dire. Je dis, vous savez, la mesure est prise. Est-ce qu'il devait aussi laisser prise, les acteurs sociaux, laisser le temps au gouvernement à apporter des solutions alternatives petit à petit? Chacun prêche sa chapelle. Vous ne demandez pas à ces syndicats de lâcher prise. Oui, parce que tout le monde est campé sous sa position, donc le pays est paralysé. Ça, c'est vrai, le pays est paralysé, mais je pense qu'on peut avancer. C'est le gouvernement qui doit faire des efforts pour montrer concrètement, parce qu'il faut être concret, pour montrer quelles sont les mesures d'accompagnement qui peuvent accompagner, qui peuvent alléger un peu le palier de la ménagère. Tant qu'on ne fera pas ça, vous savez, c'est toute une chaîne, hein. Il y a tout un maillon. L'augmentation du prix du carburant, je dis, ce n'est que la goutte d'eau qui a le malaise qui était en amont, qui a complété ça. Mais aujourd'hui, le malaise, il est profond, le malaise, il est sociétal, le malaise, il est politique, le malaise, le malaise, il est tout court. Est-ce que la réponse, par exemple, de George Weah au Libéria, toutes les dates de première nécessité, réduction de 25%, c'est possible? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut l'imposer? Mais pourquoi pas? On peut l'imposer avec cette situation-là? L'imposer, c'est pas l'imposer. Il faut le décréter, mais faire en sorte que celles qui vendent ces produits-là à moins de 25% puissent l'acquérir aussi à moins de 25%. Alors comment vous jugez l'attitude du gouvernement par rapport à toute cette revendication sociale? Voilà, on a l'impression qu'il y a un silence autour de tout cela. Oui, au-delà des explications quand même que le gouvernement donne. Et puis même au Conseil des ministres, on n'en parle pas. Oui, ça j'avoue, je suis pas au Conseil des ministres, mais j'avoue que c'est vrai, ce silence-là me fait des efforts dans le dos, parce que quand vous avez ce silence-là et qu'un gouverneur, le gouverneur de la ville interdit les manifestations et que la ville ne s'arrête pas, il faut pas avoir peur de moi que le président de la République fasse une déclaration. De quel ordre? De quel ordre? Pour, dans l'ordre d'apaiser les gens et de les donner la voie à suivre sur le plan concret. Qu'est-ce que vous appelez l'apaisement? Franchement. L'apaisement, c'est quoi? Parce qu'il faudrait, vous savez, tout le monde... Mais c'est son gouvernement qui agit, c'est son gouvernement lui qui agit. C'est-à-dire qu'à la place du président... Il est informé. En plus, tout récemment, le président a demandé quand même à tous les Guinéens d'observer une trêve politique et sociale. Donc je crois que c'est un message fort déjà. Oui. Mais est-ce que le président a besoin aujourd'hui de sortir pour faire une adresse encore à la nation? Non, s'il l'a fait, ça t'a mieux. Il a fait tout récemment. Vous pensez que c'est suffisant pour... Je veux bien que vous analysez la position de ce Guinéen-là. C'est-à-dire... qui s'est levé un beau matin, qui a déjà connu cette situation, on a augmenté le prix du carburant. Son revenu n'a pas connu une augmentation, le prix du sac de riz a connu une certaine hausse, et que le président, vous êtes à la place du président, vous voulez bien vous adresser à cette personne-là. Vous pensez que tout simplement observer la trêve politique, ça suffit pour soulager ce Guinéen-là? Non, je ne pense pas que ça suffit. Je vous ai dit tantôt, vous avez l'image que vous décrivez là, elle est simple. C'est la Guinée d'en haut et la Guinée d'en bas. La Guinée d'en haut, le Guinéen lambda, comme vous le décrivez, pense que c'est eux qui bénéficient. Tout ce qui se passera même à la pompe ne se répercutera pas dans leur train de vie. Mais il est important de dire aux Guinéens qu'aujourd'hui, l'heure est grave, c'est vrai, parce que nous avons tout à gagner pour que la trêve revienne. Parce que si nous n'avons pas de trêve, aucun investisseur, aucun investisseur ne mettra un pied en Guinée pour investir. Il faut de la sécurité, il faut la paix. Mais pour cela, chacun doit mettre du sien de faire un effort. Vous n'êtes pas certainement économiste, mais vous êtes acteur politique, vous êtes homme de droit.
Est-ce que vous pensez que le fait d'empêcher, parce qu'il y a des sociétés civiles qui ont déroulé un agenda de manifestation qui commencera le 8, est-ce que vous estimez le fait d'interdire cette expression sociale, c'est également une solution pour l'accalmie? Non, moi je dis cette décision devait être motivée. Parce que si vous mais c'est au nom de la paix, ils disent que c'est pour la paix, c'est pour la quiétude. On se cache aussi derrière le voyage des pèlerins. Oh non, on se cache pas derrière. C'est une réalité, hein. C'est une réalité, bien sûr. On ne peut pas empêcher les gens d'aller faire le Hajj. Mais pourtant, au même moment, il y a d'autres qui disent que les pèlerins n'empruntent qu'une seule voie, une petite partie de cette voie. Ça dépend. Il y a une série d'informations qui ont été données par le gouvernement qui semblent les donner raison. C'est des pèlerins qui voyagent, les gens ont besoin de la sérénité. Oui, en plus, l'agenda aussi décliné par ces forces sociales. Tout est moi, puis voilà. Et voilà. Est-ce que vous, si c'est vous qui êtes à cette place-là, les gouvernants, vous aurez pris la même décision? Et je vais motiver ma décision parce que, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, le Guinéen veut vivre libre. La liberté est respecter la loi. Si vous faites une manifestation et qu'il y a des casses, et qu'il y a des morts d'hommes, qu'il y a des biens, des dommages collatéraux, ça c'est un délit. Hein, c'est puni par le droit pénal. Mais aujourd'hui, est-ce que ceux qui prônent cette manifestation-là ont la mesure de maîtriser leur manifestation? Alors, la dernière manifestation, ça a marché. Oui, les deux manifestations ont marché. Mais aujourd'hui, si le gouverneur interdit cette manifestation, elle n'est pas motivée, elle est hors la loi. C'est anticonstitutionnel, ça je le dis. Vous pensez que dire par exemple que les pèlerins voyagent et puis comment ils ont appelé l'autre aspect également observer la situation sociale. Vous pouvez voir, si vous faites une manifestation au moment où les pèlerins voyagent, vous allez empêcher des personnes qui vont faire leur acte religieux. Mais c'est une raison objective. Personne ne peut pas être contre que les pèlerins voyagent. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas décaler un jour près, un jour moins? Ça change mais le dernier point de cette interdiction, quand on dit jusqu'à nouvel ordre. Voilà, peut-être on ne va pas s'attarder trop sur le cas des pèlerins qui vont partir. Et Dieu merci, tout le monde a fini par comprendre. Moi, c'est l'agenda décliné par ces forces sociales. Oui. Également, aujourd'hui, il y a l'opposition qui vient ajouter son grain de sel. Ça peut partir du lundi jusqu'au vendredi. Est-ce que c'est admissible selon vous, en tant qu'homme politique avec un regard d'observateur? Non, parce que moi je dis une chose, c'est que si vous empêchez des personnes, parce que quand vous dites qu'une action sociale, une marche sociale, il y a des gens qui se sentent pas concernés. Quand vous prenez l'axe Bambeto, quand il y a des marches, vous voyez l'embouteillage qui se fait sur l'axe Amlalai, vous savez qu'il y a des personnes qui vont au travail. Vous ne pouvez pas empêcher des personnes qui ne sont pas concernées par une manifestation pour aller au travail. Ça, c'est la liberté de chacun. Mais je dis et je répète, cette interdiction ou cette marche de lundi à vendredi, il faudrait la faire perler. Faut pas, vous savez que l'informel est assez dans notre pays. Ouais. Le Guinéen vit le jour. Empêcher des personnes de sortir, de trouver de quoi manger, c'est vraiment, c'est comment on appelle ça, c'est faire du tort à ceux qui n'ont pas cherché à être là. Mais de grâce, je n'apporte pas de l'eau au moulin au gouvernement. La Guinée aujourd'hui, le Guinéen n'a pas de visibilité, j'avoue, sur ce que de son devenir. C'est ce qui est important aujourd'hui à le souligner. Vous avez l'augmentation à la pompe. Vous avez avant les enseignants avaient déjà fait des revendications. Et avant, vous avez les politiques qui disaient que on n'avait pas installé les conseils communaux. Mais vous avez tout ce chapelet là. C'est un peu trop. Le gouvernement pratiquement dos au mur avec ses kilos de revendications. Il y a également les acteurs politiques qui s'en mêlent. Le 9 et également le gouvernement interdit les forces sociales, l'opposition politique bombe la torche. On ira coûte que coûte marcher sur l'autoroute. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre? Oui, il y a quelque chose à craindre. Mais je vois que chacun joue dans sa posture. Mais moi, je pense qu'il faudrait encore que l'Assemblée, les députés, moi je sais pas que aujourd'hui on a vu le Conseil économique et social, moi je dis non, c'est les députés qui doivent dire. Toutes les parties sont à l'Assemblée aujourd'hui. Oui, mais je trouve que l'Assemblée plutôt est prise au piège parce que cette même Assemblée est composée de politiques des deux bords qui sont je vous parle bien des deux bords, c'est-à-dire l'opposition et la mouvance présidentielle, oui. Les opposants qui sont pour cette manifestation et puis de l'autre côté on ne cesse pas à trouver des solutions, on se contente juste de dire qu'on n'est pas pour la manifestation. Je veux dire qu'il faudrait que le débat quitte la rue pour aller à l'Assemblée, c'est ça mes propos. Même s'il y a deux camps, c'est sûr, mais ces deux camps
doivent continuer à dialoguer pour trouver une solution. Alors, vous pensez que l'ultime solution, c'est avec l'Assemblée? Oui, moi je pense pas l'ultime solution, mais c'est l'une des solutions. C'est une des solutions. C'est la plateforme la plus légale, légitime pour discuter des problèmes de ce pays-là. Moi, je me tords à le dire. Pourquoi les députés ne s'approprient pas de tous ces problèmes sociaux-là pour en parler? Ils ne sont pas là-bas seulement pour voter les lois, ils sont là-bas quand il y a crise aussi, pour monter au créneau. Chacun a un territoire, chacun a un créneau, chacun a des électeurs. Pourquoi ne pas aller les expliquer? Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Pour le projet, Koulibaly vient de vous dire un exemple. On doit donner force à l'Assemblée nationale, les accorder la confiance qu'il faut, le crédit. Mais je trouve que celui-là qui était là pour trouver un accord avec le gouvernement et les partis par rapport à cette augmentation du prix du carburant, dit aujourd'hui que à partir du moment que cet accord-là n'était plus valable, puisque le gouvernement n'avait plus maintenant obligé même de rencontrer les acteurs sociaux, il devait augmenter le prix du carburant. Est-ce que cette déclaration venant d'un arbitre rassure l'autre camp? Parce que Damaro dit que c'est lui-même qui a fait cet accord-là, et il dit aujourd'hui que le gouvernement n'était même pas obligé d'informer les acteurs sociaux, il devait augmenter le prix du carburant parce que c'est une marchandise comme toutes les autres. Bon, je ne parlerai pas à sa place, bon, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une erreur de casting. Vous ne pouvez pas augmenter le prix du carburant qui impacte directement sur une population. Et vous dites, bon, vous savez, ceux qui sont partisans des partis politiques, c'est une minorité par rapport à la majeure partie, à la majeure de la population guinéenne. Mais aujourd'hui, on parle au nom de qui? On parle au nom de tous les Guinéens. Moi, c'est ces Guinéens-là que je regarde en face. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le prix du carburant, qui est un prix structurellement admis en international, puisse ne pas impacter directement dans leur quotidien. C'est ça le vrai. Et le gouvernement peut trouver une solution. Parce qu'il y a eu des cas où on a trouvé des solutions. Pourquoi ne pas, comme vous l'avez dit au Libéria, ne pas essayer de voir sur le prix des denrées de première nécessité, contrôler ces prix-là pour que les prix de revient ne soient pas supérieur au prix de vente. Voilà. Moi, je crois que c'est des mesures idoines qu'il faut prendre. Mais moi, je suis très curieux que l'Assemblée, que les députés restent toujours en marge dès qu'il y a crise dans ce pays-là. Mais voilà. Le dernier point, au-delà de tout, c'est vrai que les syndicalistes, par exemple, ont un cahier des charges très rempli en attaquant le gouvernement. Est-ce que vous avez été agent judiciaire quand même de l'État? Est-ce que vous pensez que le train de vie aujourd'hui du gouvernement est un exemple irréfutable pour que ces syndicalistes restent campés sous leur position? Parce que j'estime que c'est extravagant. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans ce seul pays où on voit que les fonctionnaires sont plus nantis que les privés. Je parle de cet exemple-là. J'étais agent judiciaire de l'État. Je dis effectivement que le train de vie du gouvernement, plus globalement, et le train de vie de ceux qui les composent, effectivement, vis-à-vis, d'abord, les véhicules. Dès que vous regardez les véhicules qui passent, par rapport à ça, quand vous comptabilisez ça, vous faites déjà un chiffre. Quand vous regardez par rapport à ce que le fonctionnaire moyen gagne, le SMIC, par rapport au SMIC, le SMIC aujourd'hui à 445 000. Et on dit qu'un ministre touche 7 500 000. Damalo, lui, parle de 10 millions. Que le ministre toucherait 10 millions. Il touche 10 millions. 10 millions. Bon, moi j'ai dit 7 millions, plus les concours complémentaires. Mais est-ce que ces 10 millions-là, vous croyez vraiment qu'un ministre vit avec ça? Non. Il faut raison garder. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Guinéen doit aller dans le sens de la mutualisation. La mutualisation veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes salarié, votre employeur vous prend en charge en garantissant le logement, en garantissant les soins de santé primaire, en garantissant l'école de vos enfants, et que le prélèvement se fait après. Mais aujourd'hui, tout se paye cash. Est-ce que vous voulez dire que le gouvernement devait faire l'effort de réduire son train de vie? Ah oui, nécessairement. En commençant par liquider les véhicules ou bien... Non, liquider... Réduire la qualité plutôt... non, le train de vie du gouvernement doit, par rapport à la crise que nous pouvons, doit diminuer. Ça, c'est clair. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense que... C'est-à-dire que les quelques hauts fonctionnaires renoncent à une partie de leur prime, c'est ça? Un renoncement ou une obligation? Parce que le renoncement est différent de... Mais le renoncement, c'est déjà salutaire. Oui, mais qui va renoncer dans le stade? Est-ce que dans le stade actuel, on doit plutôt... Oui, on opte pour le renoncement ou plutôt une obligation? Prenez par exemple, prenons les ministres. Si le ministre prend 10 millions, il renonce par exemple à 3 millions sur son salaire. Si les députés qui prennent 15 millions renoncent 5 millions, on connaît les présidents d'institutions qui prennent 45 millions, 50 millions, renoncer à 10 millions,
Est-ce que c'était pas un effort? Il y a d'autres qui prennent 500 millions. Il y en a qui prennent 71 millions par mois. C'est facile peut-être. Est-ce que de ce côté-ci, il avait, au moins, l'effort venait d'en haut, c'était pas compréhensible là-bas? Oui, ça c'est à titre symbolique, mais ça ne suffirait pas pour combler le gap dont tu parlais là. Okay. Il y a des taxes qu'il faut chercher. Au niveau des mines, moi je suis sûr que quand on regarde bien au niveau des mines où nous avons la plus grande ressource de notre budget, on peut prélever des taxes sur ces miniers-là qui permettent. Parce que quand vous prenez des taxes et la destination de ce que vous amenez au budget doit être définie. Si vous amenez ces taxes-là dans un budget et que la destination de ces taxes-là est amenée à des frais de fonctionnement, je dis non. Aujourd'hui, le BND est utilisé pour faire des infrastructures, les routes. Alors que on devait, par les bilatéraux, pouvoir avoir de l'aide comme ailleurs. Mais si c'est le BND qui supporte les routes, qui supporte une partie de nos barrages, je dis non. Le BND doit servir à augmenter le pouvoir d'achat des Guinéens ou leur qualité de vie. Parce que regardez au moins comment les poubelles sont à Conakry. Je l'ai là-bas puisque vous n'avez pas abordé. Mais ces poubelles-là, c'est une question de culture, d'accord. Mais chaque jour, chaque famille produit ce que vous connaissez. De la maison au bord de la route, cela doit être une culture aussi de ramassage. Et même quand vous avez des dépotoirs, même ces poubelles-là sont recherchées même pour faire du biocarburant. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce problème peut être résolu par les conseils communaux dont on attendait encore à mettre en place. Voilà. Vous êtes sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les jours du lundi au vendredi à partir de 16h temps universel, un réseau synchronisé sur Pacifique FM à Zérekoré, mais également grâce à notre relais à Kindia sur la 97.3 ou partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com. En direct à cet après-midi, Maître Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, Union pour le progrès de la Guinée, ancien agent judiciaire de l'État, membre de l'Union internationale du notariat, ancien président du club de football, le Horea Athletic Club de Conakry. La suite des débats avec Abakar Koné. Alors, maître, est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'entêtement des forces sociales et des syndicats par rapport au train de vie de l'État qui estime que le gouvernement devait faire d'abord un effort drastique de son côté avant de demander aux populations de faire des efforts? Est-ce que cet argument est valable, à votre avis? Oui, parce que de l'autre côté aussi, il y a aussi le gouvernement les caisses sont vides, on n'a pas d'argent. Est-ce que vous pensez, entre les deux arguments, qu'est-ce qui pèse le plus? Non, l'un des deux arguments, c'est que l'argument de dire au gouvernement de baisser son train de vie, est un argument, mais ça ne suffira pas. Je dis, il faut aller chercher nos ressources ailleurs. Nos ressources doivent être cherchées ailleurs. Je vous dis tout à l'heure, le BND, le budget national de développement, s'occupe essentiellement des infrastructures. C'est pas normal. Il faudrait que ce BND serve à pouvoir donner aux Guinéens un pouvoir d'achat davantage, une qualité de vie davantage. Les miniers, moi je vais toujours sur les miniers. Aujourd'hui, l'agriculture est en reste. L'élevage est en reste. On se concentre sur les miniers. Mais les miniers regorgent beaucoup de revenus. Pourquoi ces revenus-là? À quoi servent ces revenus? Dites-moi un peu. Oui, il n'y a pas de la transparence en la matière. Est-ce que vous estimez que l'argent qu'on devait prendre sur le carburant, on pouvait le trouver ailleurs? On pouvait le trouver ailleurs. C'est ça mon propos. On pouvait le trouver ailleurs. Juste le temps de pouvoir réajuster, informer les partenaires sociaux que cette augmentation-là est inéluctable. Et je dis bien, c'est une mesure nécessairement impopulaire. Donc, il fallait faire attention avant de passer à l'augmentation. Dans votre intervention, vous avez touché le volet des mairies et l'assainissement. Aujourd'hui, ça fait 6 mois, là, franchement, on est sorti des élections communales. Les maires et leurs conseils ne sont toujours pas installés. Est-ce que vous estimez que c'est un travail qui... On a acquis véritablement du retard, hein? Mais ça, c'est une frustration. Vous savez, il y a combien de temps on n'a pas été aux élections de proximité? Pour une fois qu'on va aux élections de proximité, on prouve aux Guinéens qui ont été aux urnes de pouvoir avoir la joie d'installer leurs conseillers. Là où il y a un contentieux, mais on le purge ou par un règlement à l'amiable par rapport au comité civil, si ça n'a pas lieu, mais on le purge au niveau on reprend les élections là où il y a eu des contentieux, mais on installe de grâce ceux qui ont été élus normalement. D'ailleurs, de part et d'autre, la loi électorale était claire là-dessus. Le juge était le dernier recours. Ou vous le recusez avant qu'il ne prononce son verdict, ou vous acceptez,
son verdict. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous mettez un comité de suivi, mais ce comité de suivi n'avait pas l'autorité arbitrale nécessaire pour s'imposer au parti. Donc c'était vraiment les mêmes causes amenant les mêmes effets, ça n'a pas donné de résultat, mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'installer là les conseils communaux, là où je s'attends encore, là où il n'y a pas de conflit, là où il y a des conflits, et les élections ont encore reprendre, on parle de mandat. À quel moment le mandat de ces conseillers qui vont être élus va commencer? Voilà, justement. Mais au prorata le jour où ils seront élus, c'est tout. L'opposition pourtant est contre cette option tardive, finalement adoptée par le gouvernement. Mais l'opposition a accepté d'aller au comité de suivi. Déjà. Le comité de suivi, c'est pas sa première version. Il y avait plusieurs comités de suivi qui étaient là. L'opposition a été à ce comité de suivi. Mais l'opposition a été, parce que c'était un marché de dupes. Pourquoi? Parce que le comité de suivi n'avait pas l'autorité arbitrale pour s'imposer à tout le monde. Donc, à partir du moment où vous allez, chacun campe sur ses positions, vous retournez encore, et vous revenez à la proposition. Donc, moi, ce comité de suivi-là, je n'ai jamais cru. Qui ne joue pas sa partition dans ce jeu? On a l'impression qu'il y a, c'est des débats vides d'essence, d'autant que l'opposition, des fois, veut. Après un recul, l'opposition ne veut plus. C'est à vous de juger. Je vous dis, aujourd'hui, nous allons aller dans ce que j'appelle une disqualification du monde politique. En France, ça s'est passé. Il y a un monsieur Macron qui est venu, toute la vieille politique, garde là, était à la touche. On va arriver à un moment donné où le citoyen guinéen va disqualifier nous les hommes politiques, puisque effectivement nous faisons ce qu'on appelle un aller-retour, et c'est eux qui en pâtissent tous les jours. En condition que la constitution s'adapte aux réalités du moment, au contexte, c'est-à-dire accepte qu'il y ait des candidatures indépendantes aux élections présidentielles, accepter le communal. Non, écoutez, la loi déjà au niveau des conseils, les communales, il y a eu des indépendants, ça peut évoluer. La loi n'est pas faite seulement pour être figée, elle peut évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui nos institutions sont en place. Il faudrait que les hommes et les femmes qui composent ces institutions-là les incarnent réellement. Les institutions n'ont de la valeur que si les hommes et les femmes qui l'incarnent l'assument. À partir de ce moment-là, cette démocratie-là peut avancer. Autre chose par rapport, bien sûr, à ces réclamations, ces contentieux électoraux, on a vu l'opposition républicaine qui avait accordé un crédit à Ibrahim Kassory Fofana, qui avait même renoncé à une manifestation parce que simplement il avait reçu une correspondance de Kassory. Et aujourd'hui, l'opposition pense ne plus avoir cette confiance au Premier ministre. Est-ce que vous comprenez leur logique? Bon, vous savez, c'est tout ça de la durée. S'ils ont accepté un courrier du Premier ministre, il faut laisser le temps au temps. Ils viennent s'installer. Parce que moi, je ne comprends pas que vous acceptez une chose de son contraire. Hein? Ça veut faire 3 mois. On risque de l'accorder du temps jusqu'à presque toute l'année. 3 mois, ça ne fait pas 100 jours. Ouais. Au moins, voilà. Donc je dirais, ça fait pas 100 jours. 3 mois pour un pays comme le nôtre qui sort de loin. J'avoue, ce gouvernement-là a été annoncé déjà avant. Est-ce que Matos ne se contredit pas? Oui, il faut aller avec l'installation des maires et leurs conseillers. C'est l'une des revendications de l'opposition républicaine. Et mais pendant ce temps, le Premier ministre d'ailleurs avait accepté de recevoir le mémorandum de l'opposition, travailler dessus, et l'opposition estime que la réponse de la primature se fait encore attendre. Vous êtes également pour l'installation des maires et leurs conseillers, vous estimez qu'il y a eu du retard, et au même moment vous dites que il faut accorder du temps au Premier ministre. Accorder du temps au Premier ministre. Non, vous parlez de l'installation des conseils communaux. Moi, pour ce cas précis, je dis, il faut les installer. Moi, c'était mon point de vue. Oui, mais justement, dans quel cadre alors vous estimez il faut accorder du temps au Premier ministre? La crise globale. La crise, je parle de la crise. Oui, mais c'est un élément de la crise, là. Cet élément de la crise n'est pas la crise. Oui, mais si il faut accorder le temps au Premier ministre dans un cadre global et dans un cadre spécifique, dans ce panier, il y a ce qu'on résout maintenant là. Ça a été annoncé. Maintenant, il faut amener le gouvernement à le fait de l'avoir annoncé, d'installer des conseillers communaux, il y en a 330, je crois, qu'il faut installer, et que tout là où il y a le contentieux, régler ça plus tard. Donc, il faut pousser le gouvernement à aller de la parole aux actes. Donc il n'est nullement pas exagéré de ceux qui pensent qu'il y a certains qui empêchent quand même le gouvernement de travailler. Parce qu'après, si on va de manifestation à manifestation, c'est les mêmes griefs qui reviennent. Quand nous prenons par exemple les derniers griefs de l'opposition par rapport à la marche du jeudi, c'est l'indemnisation des victimes, la libération des prisonniers, mais également le contentieux électoral. On en dit à longueur de journée, mais on a donné que juste je crois 3 semaines, parce que la lettre, c'était le 19 juillet dernier. L'opposition devrait manifester. Après, à la veille, ils ont dit non. Oui, c'est le Premier ministre qui avait appelé. Le Premier ministre avait envoyé une lettre pour dire de sursoir. Mais entre le 19 et le 9,
Je crois qu'il n'y a que 20 jours là. Oui, 20 jours, c'est beaucoup, hein. L'avènement. Non, 20 jours n'est pas trop par rapport au problème, Koulouba, attention. Oui, mais il faut également rappeler que le Premier ministre avait déjà reçu le mémorandum. Oui, ça c'est une précision importante. Sauf que c'est qu'on est en train de... Peut-être qu'on ne se comprend pas, mais après, moi je peux soutenir un peu Maître Matos quand il estime qu'au moins qu'on donne 100 jours à ce gouvernement. Ce gouvernement n'a pas ces 100 jours. Mieux, dès qu'il est arrivé, les partenaires sociaux, l'opposition républicaine lui a donné un crédit. Oui. Par rapport à ses prédécesseurs. Passif, oui. Pourquoi? Parce que c'est un homme du Sérail qui a vécu ici. Donc ce crédit-là, c'est à lui de le bonifier. Mais le timing que vous dites, 33 mois, moi je dis laissez-le 100 jours. 100 jours, c'est même en fait, c'est une métaphore que je suis en train de faire. Il est extrêmement difficile à un Premier ministre ou à un gouvernement de s'installer au moment où une crise est déjà à l'attente. Ah. Ils ont venu déjà que la Guinée était déjà en crise. Ça, ils ont créé d'autres crises aussi. Hein? Et eux-mêmes, ils ont créé d'autres crises. Laquelle? Ah, mais le prix du carburant. Mais non, écoutez, d'accord. Oui, non, ça c'est vrai. Que ce soit eux ou un autre, le prix du carburant serait négocié et augmenté. Ça, je vous tiens à vous. Vous n'avez pas de négociation. Oui, non, bien sûr. Non, mais d'accord, je parle de casting. J'ai dit, l'occasion lui était offerte quand il était à l'Assemblée d'en parler. Ouais. Moi, c'est vrai, j'avoue que j'ai pas compris qu'il n'ait pas pu en parler à ce moment-là. Et je l'ai même dit, mais il a même oublié le sport et la jeunesse. On n'a pas parlé de sport. Bon, peut-être il était très débordé, mais je dis, c'était l'occasion pour prendre les députés en témoin et que les députés prennent possession de cet élément-là pour faire passer le message pour que la pilule soit passe mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais ce que c'est fait. Et il faut avancer. Et pour moi, avancer, c'est encore s'écouter. Je ne n'interdis pas, ou je ne suis pas contre que l'opposition républicaine aille le 9. Mais pour moi, dans mon entendement, je pense que la rue est un droit constitutionnel, mais il faut maîtriser aussi la rue. Parce que les morts, les biens, moi je sais que j'ai des amis qui ont été victimes parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut que ça arrête. Il faut que la Guinée s'ouvre à l'extérieur. Mais quand vous allez en Côte d'Ivoire et que vous allez au Sénégal, la rue vient, mais c'est pas comme aujourd'hui. La Guinée Est-ce que vous faites appel à vos amis de l'opposition de renoncer à ce bras de fer qui s'annonce? Renoncer, c'est trop dire, mais d'être à l'écoute encore, de donner encore le temps au ministre Kassori de pouvoir avancer dans les négociations. Je crois qu'Aboubacar Condé, quand vous dites donner le temps à vos amis de l'opposition, à suivre le raisonnement de Matos, franchement, je vais laisser le soin à Malik de nous ouvrir le chemin. Parce que là, franchement, je vois en vous déjà la photocopie déjà Magla, franchement. Merci de me le conseiller. Il est équilibré. C'est pas évident de remplacer. Oui, l'homme l'a. Non, ça fera l'objet peut-être de la deuxième partie. La deuxième partie. Ça va compter, puis la nuit, 19h. Voilà, moi, c'est pas la nuit, moi, c'est un direct. C'est une métaphore, Voilà, en tout cas, on aura le temps d'en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Un peu de mots, est-ce que la lutte contre la corruption, par exemple, est difficile, voire impossible en Guinée? Ah si, non, c'est pas impossible. Oui, on en parle à tout moment. Même le Premier ministre, il en a fait son cheval de bataille. C'est l'impunité. Tout se résume dans l'impunité. Vous savez, l'homme est un perfectible à dessein. Vous savez, la loi, elle est faite pour ne pas être violée. Quand vous dites la corruption en Guinée, c'est l'offre et la demande. Vous avez le corrupteur et le corrompu. En Guinée, ce n'est pas nouveau. Nous avons été longtemps otages des fonctionnaires. Il ne faut pas avoir peur des mots. Tout le monde cherche à être fonctionnaire. Pourquoi? Parce que là-bas, pour un rien, pour une signature, tu peux obtenir quelque chose. Moi, je pense que si on avait renversé la vapeur, que le domaine, le privé avait été le cheval de bataille de tous les gouvernements qui étaient venus, aujourd'hui, on ne serait pas là. Moi, j'étais agent de l'État. Quand j'arrivais aux affaires, j'étais sous l'ancien Conté. J'ai fait l'état des lieux du compte de la Banque centrale. Je ne suis même pas allé faire de l'audit. J'ai regardé tout ce qui devait à la Banque centrale. Je suis allé leur dire de venir effacer leur débit. Et tenez-vous bien, c'est tous ceux qui avaient des contrats avec l'État qui étaient débiteurs de la Banque centrale. Et mieux, les facturations qui étaient faites étaient des facturations qui ne reflétaient pas la réalité du marché ou du prix qui était. Donc il n'y a pas d'affaire. Je parlais de la sous-facturation. Passez-moi le mot, c'était la sous-facturation. J'ai même trouvé des dossiers qui dépassaient un peu l'imagination.
prenez un exemple. L'évacuation de feu Lansana Conté. Il tombe malade. On évalue son budget, 800 000 euros. On a fait une avance pour l'avion médicalisé. Dans l'intervalle, paix à son âme, il décède. Au lieu d'arrêter la ponction à ces 400 000 qui étaient avancés, il essaie encore de prendre le sol. Non, un instant. C'est parce qu'il y a l'impunité en face. Ouais. Parce qu'il y a l'impunité en face. Parce que celui qui fait ça, il sait qu'il le fera et rien ne se passera. Donc aujourd'hui, il y a eu le guichet unique au niveau de la Banque centrale, j'espère que ça fonctionne. L'homme qui est en face du corrupteur doit être aussi sanctionné que le corrompu que le corrupteur. Donc les deux doivent être sanctionnés. Vous êtes sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité. Nous allons observer une courte pause pour permettre à la technique de passer à la page commerciale. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission, toujours avec notre invité parcours, Jean-Alfred Matos. Retour dans ce studio pour la suite et la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Je rappelle, si c'est maintenant, vous venez de nous prendre en marche, c'est que nous avons pour inviter cet après-midi Maître Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, Union pour le progrès de la Guinée, ancien agent judiciaire de l'État, ancien président du club de football Horea de Conakry, membre de l'Union internationale du notariat. Avec lui, nous passons au peigne fin, ce qui domine l'actualité. Nous allons continuer le cours de cette émission. Merci une fois encore. C'est moi qui vous remercie toujours, parce que les questions que vous me posez, c'est des questions pertinentes. Ça me permet même de réviser un peu, de révisiter ce que j'ai. Le plaisir, il est partagé. Alors, nous continuons cette émission. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au volet UPG. Et la question principale, d'abord, est-ce qu'il est difficile d'être l'héritier politique de Jean-Marie Doré? Oui, il est très difficile d'être... mais c'est tout un honneur, parce que dans un héritage, il y a le passif et l'actif. Dans l'actif, vous avez quelqu'un qui a été de tous les panoramas de la vie politique de la Guinée depuis l'indépendance. Ouais. Personnellement, il a été le directeur de campagne de mon père en 57 à Zélékoré. Donc vous direz pas, il n'y a pas de hasard. Donc aujourd'hui, hérité d'un quelqu'un qui a été un des percusseurs, des pionniers. Souvenez-vous, à la naissance de notre nouvelle démocratie, vous aviez feu Séradou Diallo, Mamadou, et lui-même, le professeur Alpha Condé. Donc ils ont été les percusseurs. Donc à compter de ça, même quand il était seul à l'hémicycle, il était dans ce que j'appelais la minorité positive. Il faisait entendre sa voix. Donc nous l'avons perdu en 2017, douloureusement, après la campagne de 2015. Donc aujourd'hui, nous avons tenu le congrès et mes pères nous m'ont élu président de ce parti. Donc j'assume avec beaucoup de bonheur la présidence de ce parti, parce que vous savez, dans un parti, vous avez trois qualités. Vous avez la fidélité, l'engagement et la disponibilité. Et ça, ces trois qualités se retrouvent rarement chez les militants. Et la quatrième qualité, c'est, j'appelle ça, c'est l'électorat qui viennent au gré du vent, au gré de votre programme. Ouais. Donc aujourd'hui, l'UPG a 2 députés. Nous avons, à la faveur des élections communales, nous avons 38 conseillers communaux, dont 3 maires. Et moi-même, je suis élu conseiller communal à Ratoma, parce que nous avons fait des alliances stratégiques intelligentes avec l'UFR. Donc aujourd'hui, il ne faut pas cracher dessus, passez-moi l'expression. Nous n'avons pas relevé encore tous les défis que le feu Jean-Marie Doré a laissés, mais nous pensons exister, parce que nous appartenons à la CENI, et aujourd'hui, nous nous positionnons comme la 4e force politique de ce pays, après, bien sûr, le RPG. Qu'est-ce qui reste à date d'aujourd'hui le plus gros défi qui se présente à vous comme très coriace? C'est pour effacer un peu la bipolarisation de notre paysage politique. Aujourd'hui, vous avez l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel. Nous avons l'Alliance républicaine à l'UFR. Nous essayons d'amener ce que nous appelons le centre.
le centre qui permettront aux jeunes femmes qui n'ont pas encore choisi ou qui hésitent à choisir, à trouver une troisième voie. Voilà, dans cette logique, et c'est un testament politique que nous héritons, parce que le feu Jean-Marie Doré s'inscrivait dans ça. Il disait, entre une porte fermée et une porte ouverte, il y a une porte entrouverte. Donc c'est ces expressions que je ne peux pas prétendre faire la même chose que lui, parce que nous n'apprendons pas la même génération. Vous n'êtes pas de la même école non plus? Nous ne sommes pas de la même école. Moi, je suis une transversale. La transversalité pour moi, c'est que quand nous disons UPG, c'est pas un parti des forestiers. C'est un parti qui a un fief, comme tout parti même en Europe, mais je m'inscris dans ce que j'appelle les jeunes et les femmes qui s'inscrivent dans la guide de demain. Et quand vous dites quand vous dites que vous êtes transversal par rapport à Jean-Marie Doré qui a dirigé UPG durant toutes ces années-là, l'UPG était le parti des forestiers que vous voulez? Non, c'est pas par rapport à lui. Je dis par rapport à ma génération, je suis très transversal de mon éducation. Je suis père forestier, je suis né à Kindia, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai fait 20 ans président de Orea culturel de Madina. C'est pas n'importe qui gère un club de Madina. Jusque-là, c'est ce qui a manqué à l'UPG d'être un grand parti qui ne l'est aujourd'hui. L'UPG est un grand parti. Alors d'être plus grand alors. D'être plus grand, j'espère. Donc aujourd'hui, l'UPG appartient. Regardez un peu la nomenclature de l'Assemblée. Nous avons 2 députés, nous apportons un groupe parlementaire avec l'UFR, nous comptons. Donc par conséquent, nous avons 3 maires élus. Nous avons aujourd'hui, voilà, il ne faut pas avoir peur de nous. Il y a qu'après la disparition de Jean-Marie Doré, il y a beaucoup de partis qui ont émergé du côté de la forêt. Jean-Marie Doré disait au PIP que c'était un cadavre utile. Est-ce que c'est le cas qui arrive avec cette floraison des partis politiques de la forêt avec l'UPG? Il n'y a pas de floraison à partir en forêt, je ne sais pas. En tout cas, des partis, des acteurs qui sont de la forêt. Bon, de façon moi... On a Paul Moussa Diawara, on a Kompapa Koli, on a... Il y a Paul Moussa Diawara, qui encore? Il y a Bloc Faya Milmono, donc qui sont tous de la forêt, qui se réclament également de la forêt. Moi, je ne me réclame pas de la forêt. Moi, je suis un parti. Est-ce que tous ceux-ci ont grignoté chez vous? Non, moi, j'ai 2 députés. Qui dit mieux? J'ai 3 maires. Qui dit mieux? Donc voilà, un parti politique, la force d'un parti politique se mesure par sa représentativité, par situation aux élections, quand on nous appelle. Aujourd'hui, nous avons été aux élections communales, nous avons 38 conseillers communaux, nous avons 3 maires. Et les 3 maires d'où? Nous avons Gweke, nous avons Zor, nous avons le village de feu Jean-Marie Doré, où nous sommes en ballottage, nous allons passer. Et vous avez perdu Lola. Lola, jusque-là, durant toutes ces années, était avec l'UPG. J'ai bien envie de comprendre. Est-ce que vous n'êtes plutôt pas en régression? Vous parlez maintenant de village, là, François. Non, enfin, des CRD. Des CRD, justement. Vous savez que dans l'origine, il n'y avait que des délégués spéciaux. Ce n'était pas des élus. Je vous apprends que tous les maires de l'époque, c'était des délégués spéciaux, c'était des répartitions qui ont été faites à l'époque. Aujourd'hui, nous avons perdu Lola, je le déplore. Ça, c'est des leçons que nous allons tirer de ça. Mais vous savez, qui a gagné à Lola? C'est le RPG Arc-en-Ciel. Qui a utilisé les moyens d'État? C'est le RPG Arc-en-Ciel. Donc je ne veux pas me comparer. Tout est facile pour l'expliquer comme ça. Non, c'est pas facile, c'est important. C'est important. Vous savez, quand vous allez en forêt... Est-ce que vous insinuez que c'est parce que c'est le parti État qui vous a... Bien sûr, je ne vais pas cracher dessus. Bien sûr qu'il vous a dit. Vous savez pourquoi? Parce que tous les ressources... Mais loyalement, hein? Loyalement, je ne vais pas... Sinon, je l'ai porté une contestation. Je serai dans un contentieux électoral avec le RPG. Non. Retenez une chose. Nous avons été partenaires du RPG au présidentiel. Le président Feu Jean-Marie Doré a été président du directoire de la forêt pour le second mandat du professeur Alpha Condé. Donc je ne vois pas le RPG en adversaire, le chien en faïence. Je suis au centre. Je fais des alliances intelligentes. Ce que je veux prôner aujourd'hui, que tous les partis que vous avez cités de la forêt puissent se rassembler dans un même creuset. Mais j'ai un avantage, c'est que l'UPG est l'aîné. Et comme nous sommes dans une bonne tradition, je pense que le temps avait été donné. Le temps avait été donné. Comment est devenu ce projet? L'unification de tous ces... Oui, vous savez, chacun a prêché pour sa chapelle. On s'est dit, ce qui a prévalu, qu'on aille aux élections, qu'après qu'on réunisse nos forces. Moi, c'était pas mon point de vue. Mais je dis, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, l'UPG
avant que j'arrive, était parsemé dans toute la Guinée. Mais aujourd'hui, je vais dans ce sens-là pour que l'UPG trouve ses militants sur tout le territoire guinéen. Mais M. Matos, est-ce que vous ne pensez pas que le problème se trouve ailleurs? Vous devez vous demander à mettre reprise. Pourquoi l'UPG peut perdre Lola? La simple raison pour vous, c'est parce que le pouvoir en place aurait utilisé les moyens de l'État, ou tout simplement les militants, les anciens militants, ou alors les éventuels ceux qui voudraient bien être avec l'UPG ont perdu confiance au leader que vous êtes. Parce que, regardez, tout s'est vite passé. 2015, 2016, Amangui Doré qui meurt, et puis on part aux élections communales 2 années plus tard. Maintenant c'est président de l'UPG. Littéralement, l'UPG perd Lola. Il y a véritablement un problème. C'est-à-dire que, oui, parce que ceux qui avaient l'habitude de voter pour l'UPG se disent déjà, on a perdu notre président. Est-ce un problème de casting ou un problème de personne? Allez, non, on va se nourrir de nos erreurs. C'est un problème de querelle entre nous. J'avoue, ça je peux vous le dire ici. Okay. On s'est beaucoup penché dans nos querelles internes au lieu d'aller vers les électeurs. Donc ce qui a voulu qu'on a perdu Lola. Je ne vous donnerai pas les tenants et les aboutissants. Je vous tiens à vous apprendre que nous avons un député uninominal là-bas, nous avons un délégué spécial, mais on a eu des querelles internes au niveau de l'UPG, au niveau de Lola, que je ne connaissais pas et que je découvrais. Même on va se nourrir de nos échecs, de nos erreurs pour pouvoir rebondir. Dans le paysage politique guinéen aujourd'hui, quelle est la position réelle de l'UPG? La position réelle de l'UPG, c'est l'alliance républicaine que nous faisons avec l'UFR. Nous sommes au centre. Nous sommes au centre, nous avons même introduit une loi dans ce sens-là au niveau de l'Assemblée pour que le centre soit reconnu. Parce que, tenez-vous bien, la bipolarisation du paysage politique guinéen, nous ne nous inscrivons pas dans ce sens-là. Nous voulons que les Guinéens puissent choisir une troisième voie. Donc l'UPG, ni de près ni de loin, associé à des actions aujourd'hui de l'opposition, comme cette marche par exemple? Non, nous n'avons pas été associés, nous ne sommes jamais consultés à ce sens-là. Vous n'allez pas marcher sur lui, aura marche? Je ne marche que quand je suis consulté. L'UPG est disposé à travailler avec le professeur Alpha Condé comme le fait d'ailleurs l'UFR, son partenaire. Mais moi je fais de la démocratie constructive. C'est-à-dire que je travaille à ce qui fait avancer la Guinée. Okay. Aujourd'hui je respecte l'institution, le président de la République est une institution. S'il m'appelle, s'il demande mes conseils, j'apporterai. Si l'opposition demande mes conseils, je tiens à vous dire, je suis notaire depuis 30 ans et toutes ces personnalités-là, je les connais. Donc je pense que moi, c'est de la démocratie constructive. Je n'ai pas d'a priori par rapport ni à vis-à-vis de l'UFDG, ni vis-à-vis de l'UPG. Et si Alpha Condé vous donne un poste? Pourquoi vous parlez de poste? Vous l'avez parlé de conseil, vous l'avez bien dit. Si vous permettez, vous l'avez bien dit, si Alpha Condé demande vos conseils, vous allez lui proposer vos conseils. Bien sûr, et au même moment, Alpha Condé vous dit, tiens, voici Monsieur Mantos, DG d'une entreprise, ou alors ministre, je sais pas. Et pourquoi pas? Celle-ci, c'est pour apporter un plus à la Guinée de demain. Et il faut réunir toutes les intelligences de ce pays-là. Aujourd'hui, ça permettez-moi cette occasion, nous avons une bipolarisation des intelligences en Guinée. Vous avez beaucoup d'intelligence dans l'opposition, vous avez beaucoup d'intelligence au RPG chrétien. Nous sommes combien d'habitants? Nous ne sommes pas 15 millions. De grâce, toute cette intelligence-là, pourquoi tous les jours? Depuis 2010, nous ne parlons que de politique, nous ne parlons que de crise politique. Travaillons un peu. Monsieur Matos, est-ce que vous êtes aussi disposé à fondre votre parti dans un autre grand parti? Ah non, ça c'est le testament politique de Feu Jean-Bertrand me l'interdit et c'est pas ma conviction. Alors, la dernière question, en tout cas de ma partie, Malik, vous me permettez, vous l'avez dit à l'entame de votre intervention au cours de cette émission, qu'il va arriver un moment où la population va se départir des politiques. Est-ce que vous avez confiance, vous avez l'impression qu'en réalité, les politiques que vous êtes, vous ne faites pas l'affaire aujourd'hui des Guinéens? Non, parce que vous voyez, même pour les candidats, la candidature libre, vous avez vu beaucoup d'émergence de candidature libre. Si aujourd'hui la Constitution dit aujourd'hui qu'on peut être candidat libre aux législatives et même à la présidentielle, vous verrez. Vous verrez que la tendance est aujourd'hui que ce n'est pas la tendance partisane. Faisons très attention, nous les hommes politiques. J'ai dit, il y a les militants, il y a les électeurs. Allons plutôt dans l'attractivité des militants. Dans le programme politique, dans le programme de société, l'offre politique que nous pouvons donner à nos citoyens, c'est ce qui les amène chez eux. Mais ne les amenons pas à prendre nos cartes d'électeurs obligatoirement. Ça ne sert à rien. Il faut les amener le jour du vote à voter utile ou à voter sanction. Voilà, l'actualité ces derniers jours également a été polarisée par cette sortie médiatique de Dr Ousmane Kaba, qui est président du PADES. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter l'élément sonore et quel est votre avis aujourd'hui, votre réaction par rapport à cette sortie? Donc j'étais à l'extérieur, je viens d'arriver, je suis arrivé dimanche, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais déjà Dr Ousmane Kaba que je connais, c'est un condisciple, on a fait l'université d'Abidjan ensemble. Il est traité de communautariste. Écoutez, pour avoir dit,
je cite, les femmes ont mené une démarche auprès des cadres politiques de la Haute-Guinée, dans le cadre de mettre tout le monde encore autour de Alpha Condé, parce qu'elles ont constaté qu'autour d'Alpha, il n'y a pas ces leaders du Manding, et pourtant ils étaient là à la conquête du pouvoir en 2015. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité que tout le monde se mette ensemble. Alpha Condé détient une calebasse dans laquelle il y a le lait. Sekouba Konaté, autre leader politique dont Ousmane Kaba, devrait également être autour pour aider Alpha à prendre bien cette calebasse. Est-ce que vous pensez à des propos communautaristes? Non, écoutez, d'abord, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Nous sommes dans un paysage politique qui, à l'origine, à base communautariste. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots. Quand vous regardez le Fouta, qui gagne au Fouta? C'est Loudalin. Quand vous regardez la Haute-Guinée, qui gagne là-bas? Alpha Condé. Quelles sont les zones où chacun se partage un peu le... C'est pas la forêt, la basse-côte. Donc déjà, ce paysage, ça, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est ça. Mais la tendance est que de ne pas prêcher ce communautarisme-là. Ce communautarisme-là va nous amener à ce que la Côte d'Ivoire a vécu, par exemple. Ce communautarisme va nous amener à ne pas prêcher pour le bien-être du Guinéen. Le Guinéen, c'est pas seulement celui de Lola, celui de Kassa ou celui de Yukonkun. Moi, je dis, c'est pourquoi j'ai choisi le centre. Le centre, pour moi, c'est la convergence de toutes les intelligences, que ce soit de tous bords, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Malheureusement, on a hérité d'une cartographie géographique. On parle de la basse Guinée, on parle de la Guinée forestière, on parle du Fouta Diallo, mais ça, ce n'est que un découpage administratif. Non, pas administratif, naturel. Et les politiciens l'ont instrumentalisé dans ce sens-là. Et moi, je combattrai tout politicien qui utilisera cette communautarisation. Parce que vous savez, il y a l'instrumentalisation. Quand vous regardez déjà les comités de sages des régions, les coordinations, c'est du non-sens. Je respecte nos aînés, mais l'utiliser pour donner des instructions pour telle ou telle chose, ou s'insérer dans la politique, quand vous les voyez, ils disent qu'ils sont apolitiques. Mais malheureusement, tout ce qu'ils posent comme acte est politique. Donc, et je dis, la génération nouvelle, et ce que vous ne voyez pas venir, c'est les binationaux. Il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui sont, depuis les 20 dernières années, qui sont nés à l'extérieur, qui sont rentrés. Vous ne parlez jamais de leur région. D'abord, ils ne comprennent même peut-être leur langue. Donc, vous n'avez même pas l'occasion de leur parler. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est que ce communautarisme-là, quand je parlais un peu de la disqualification des politiques, c'est un peu dans ce sens-là. Les politiques, on a l'impression que nous sommes tous communautaires. Donc, les jeunes aujourd'hui, les jeunes et les femmes, ont envie de nous dire, assez maintenant de penser, de prêcher pour notre chapelle communautaire. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Ancien président du Horea Athletic Club de Conakry, avec un recul. Et comment vous voyez ce club aujourd'hui? Bon, écoutez, je vois ce club qui a déjà franchi des étapes puisqu'ils sont en Ligue. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est les mêmes mécènes qui sont à tous les paliers. Vous avez le président, j'appartiens à la Fédération Guinée, vous avez le président Antoine Soare qui a le Horea, vous avez mon ami KPC qui a la Ligue, qui a le AFIA. Il faut une certaine monopolisation. Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas, le mécénat n'existe pas en Guinée. Quand j'étais aux affaires, j'avais essayé d'imaginer un instant que l'État s'implique pour rendre zone franche tout ce qui s'occupait du sport. C'est-à-dire que de défiscaliser au moins à moitié. Je n'ai pas été écouté. J'ai demandé à qu'on crée dans les écoles, les stades de proximité comme à Coléa, pour que sport-études soit une matière pour des jeunes. Je n'ai pas été écouté. J'ai demandé qu'on fixe les jeunes en Guinée avant qu'ils n'aillent. Quand vous prenez un jeune de Corentin, vous l'amenez en plein hiver pour faire un stage, vous êtes sûr que même s'il est le meilleur de la Guinée, il sera le dernier en France. Toute cette politique n'a pas de mais je salue l'arrivée de la normalisation de la fédération. Le Horea avance, mais malheureusement, c'est 2 ou 3 personnes qui ont la main à la poche pour pouvoir gérer un club. Ça ne doit pas se faire. Le football est en deuil. Abidou Camara s'en est allé à jamais. Vous l'avez connu l'homme. Qu'est-ce que vous retenez de lui concrètement? Ouais, je l'ai connu le capitaine de mon équipe. Je l'ai connu un homme très engagé. Et je pleure la perte d'un ami. Parce que moi, mes joueurs étaient mes amis. Amidou était le capitaine avant Fodelaï, de Horea quand j'étais là. Et c'était un capitaine, c'est pas seulement celui qui a le brassard. C'est celui qui fait passer de messages pendant
avant un meneur d'homme. Un meneur d'homme. Donc je salue et que Dieu ait son âme. Merci, maître Jean-Alfred Matos. C'est moi qui vous remercie et j'étais très agréablement surpris des questions, mais j'étais très à l'aise aussi puisque vous me comparez à Feu Jean-Marie Doré. Ce n'est que c'est des éloges que vous me portez. Je vous remercie encore. Merci à tous d'avoir été de nôtres. C'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Avec le même plaisir, nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 16h temps universel. Merci encore et bonne soirée chez vous. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.